Allez, c'est reparti, toute dernière intervention, deux dernières interventions pour cette OSV Explore deuxième édition, avec Clément Molavé, que je vais accueillir à mes côtés. Vous pouvez l'applaudir, fondateur d'Opale. Et pour la petite histoire, tiens, je te confie le micro. Et la zapette, tu appuieras sur la droite. Pour la petite histoire, c'est un ancien d'OSV Academy. Fabriquer localement, produire différemment, la performance durable est un sujet d'exigence. C'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, en effet, je suis passé par l'OSV Academy il y a quelques années. Et depuis, j'en ai profité pour créer une entreprise qui s'appelle Opale. Et au cas où vous ne la connaissiez pas, je vais quand même répondre au sujet de la performance durable en commençant par une petite introduction. Donc, le sujet du jour, c'est fabriquer localement, produire différemment. Avec Opale, on a une approche assez basico-basique des choses. Donc, je vais répondre à ce thème-là de manière assez simple. Et à la fin, je garderai un petit temps de questions si des questions résident. Donc Opale, c'est une entreprise, on croit en l'action. Le but du jeu, c'est de rompre avec les préjugés établis, de refuser le superflu. Donc tout ça, c'est des grandes notions. Et je vais vous expliquer comment on les concrétise en interne. Donc on est une entreprise outdoor hyperactive, minimaliste et radicale en termes de responsabilité. Donc l'entreprise, on l'a lancée en 2017. J'ai fait la formation OSV en 2016, donc c'était juste un an après. À date, on a 17 références de produits. C'est assez nouveau. Avant, on en a eu plus de 150, 200. Mais justement, dans produire différemment, il y a un sujet de moins produire. Et on est basé à Biarritz. Et depuis le 1er octobre, on a un petit bureau de 10 mètres carrés à l'Annecy Base Camp, à côté de l'OSV. Je récupère les clés la semaine prochaine. Alors, sur le premier sujet, fabriquer localement. Les choses, c'est assez simple pour nous. On essaye de prendre les choses comme elles sont. Du coup, fabriquer localement, pour moi, j'entends soit fabriquer près de chez nous, soit fabriquer près de nos clients, avoir une proximité géographique, avoir une proximité relationnelle, et en gros, des distances qui soient possibles de parcourir à pied, en vélo ou par de la mobilité douce, du train et tout ça. Donc, fabriquer localement, comme je disais, pour moi, la performance, donc c'est un sujet de réussite, de succès. On peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot performance. Il y a un sujet d'exigence. Et en fait, quand on m'a proposé du coup de parler sur ce thème de fabriquer localement, l'exigence qu'on a nous chez Opale, c'est de se dire comment est-ce qu'on fabrique près de chez nous, près de nos clients, pour en fait répondre à tous les enjeux de notre siècle, qu'ils soient sociaux, environnementaux. Et en fait, ces petits mots un peu basiques, fabriquer près de chez nous et tout ça, ça vient avec beaucoup d'exigences, beaucoup de complexité et beaucoup d'engagement. Quand on fabrique près de chez soi, du coup, on est un peu plus sensible à l'impact qu'on a sur notre environnement. Là, avec Opale, on vient d'ouvrir un atelier au Pays Basque, à Sokoa, en face de la baie de Saint-Jean-de-Luz, en face de l'océan Atlantique, donc on est chanceux. En effet, on est chanceux. Moi, je nage, je surfe, je fais plein de trucs dans l'eau. Et en fait, cet atelier, donc c'est celui-là en fait, qu'on vient d'ouvrir. Et en vrai, ça me fout un peu la pression parce que quand on découpe des fringues, je me dis, putain, elles vont où les chutes, quoi, en fait. Et en fait, en rapprochant la production de nos modes de vie, et tout de suite, on se fout un petit peu plus la presse. On a envie d'être un petit peu plus performant, un petit peu plus exigeant sur ce qu'on fait dans nos ateliers. Et c'est pas compliqué, en fait. C'est simple, fabriquer près de chez nous, tout ça. Mais ça demande quand même un peu du boulot. Donc avec Opale, on est basé à Biarritz, nouvellement à Annecy. On a des matières qui viennent essentiellement d'Europe, mais quand on peut avoir des matières françaises, on le fait. Des matières italiennes, on le fait. On a pendant de nombreuses années travaillé sur des matières recyclées. On n'est pas parfait du tout, on ne peut pas être parfait. Des fois, on s'est trompé, on a acheté des matières en fait, qui venaient de très très loin, parce qu'on s'était trompé sur une certification, sur un papier d'achat. Ça arrive, il y a des erreurs. Par contre, on est dans un souci permanent de progrès, de progression, et du coup de performance. Et qui plus est, des performances durables, parce que le but du jeu, c'est de faire toujours mieux et de limiter notre impact sur l'environnement. Donc, fabriquer localement, je n'ai pas énormément à raconter, puisqu'en fait, ça coule de source, en quelque sorte, c'est très très basique. C'est rapprocher les productions des centres de consommation et rapprocher les centres de production de nos modes de vie pour constater les dégâts, en quelque sorte, les impacts qu'on peut avoir. Et vraiment, cet atelier donc, qui est sur la baie de Sokoa, j'étais en mode, ah ouais, waouh, c'est intense en fait, parce que tout ce qu'on génère comme déchets en tant que fabricant textile, il y a des chutes de découpe. En fait, quand je vois les chutes de découpe, j'ai envie d'optimiser
encore plus ma découpe pour avoir encore moins de chutes. Parce que même si je sais qu'il y a des filières qui vont en faire de l'isolant, je sais qu'on peut en faire peut-être des trousses d'ordinateur, tout ça. Je sais tout ça. On a fait des bobs, on a fait des casquettes en upcycling et tout ça. Mais ça reste une pollution. Et nous, notre enjeu avec Opal, on ne sait pas d'être parfait, parce qu'on ne le saura jamais. Au final, on continue de fabriquer des vêtements. Mais le but du jeu, c'est d'être très, très performant. Et du coup, ça passe par de l'exigence. Voilà pour cette première étape, fabriquer localement. Du coup, à date, on fabrique au Portugal, en France, et on vend essentiellement en France et en Europe. Donc, c'est cet enjeu que je cite, de fabriquer près de chez nous et fabriquer près de nos clients. Si demain, d'aventure, on devait vendre en Australie, au Mexique, mon premier réflexe serait de chercher à développer des outils de fabrication dans ces zones géographiques. Pour l'instant, on n'est pas concerné, parce que je crois qu'on a dû vendre quelques fringues un peu à l'international, mais on vend quand même beaucoup en France et en Europe. Produire différemment. Alors là, les choses se corsent un petit peu. Fabriquer localement, je trouve que il y a deux mots, fabriquer localement. Produire différemment, là, ça commence à se corser. Parce que différemment de quoi ? Quand on dit différemment, souvent c'est différent des traditions, différent de la norme, différent de ce qui se fait à date. Et là, du coup, ça force de s'interroger, il faut être critique envers ce qu'on a fait pendant des années. Et nous, récemment, avec Opal, on est passé par cette réflexion. Et du coup, je vais vous partager un peu l'état des réflexions chez Opal. Produire différemment. Donc, mon premier élément de réponse, c'est produire moins. Alors ça, je rappelle, Opal est une entreprise, SAS, on a un capital social, donc on a des employés. Le but du jeu, c'est quand même d'être bénéfique, de faire du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et du coup, quand on inscrit ces deux petits mots, produire moins, pour une entreprise, ça fait un peu des étincelles. Parce que ce n'est pas dans le sens d'une entreprise que de faire de la croissance quantitative. Ça va un peu à l'encontre de tout ça. Donc produire moins, c'est un sujet qu'on a abordé avec Opal il y a quelques mois, il y a 6 mois. Et en fait, ça, c'est le vestiaire Opal qu'on a créé il y a 6 mois à peu près, un peu moins, en mai. Ce qui s'est passé, c'est que Opal, pendant 5 ans, on a développé toute une supply chain entre la France, le Portugal, basée autour des matières recyclées, des matières revalorisées. On a fait de l'upcycling, on a essayé de pousser les curseurs le plus loin possible. Et à un moment, on a eu un constat, c'était en mode, c'est bien ce qu'on fait, mais la question qu'il fallait se poser, c'est à quel moment on contribue, on dénature nos intentions initiales. Parce qu'on a créé Opal pour créer un mode de consommation plus vertueux, et puis à un moment, on était quand même en mode, on a 7 chemises hiver, ça nous semble un petit peu beaucoup. On a 4 pantalons pour le quotidien, donc on s'est interrogé, etc. Et en fait, on s'est dit, on est obligé, si on veut traiter le sujet de produire différemment et de faire les choses bien, à un moment, on s'est dit, on est obligé de produire moins. Et du coup, ce qu'on a décidé en mai, en fait, on a supprimé toute notre offre, tous nos précédents vestiaires, pour repartir sur une feuille blanche. Et on s'est dit, à partir de maintenant, on va produire que le strict nécessaire. Et en fait, cette silhouette, donc il y a un t-shirt, un short, une veste, un pantalon. Normalement, c'est l'outfit qu'il vous faut pour couvrir à peu près 50, 60, 70% de vos aventures quotidiennes. Et en fait, ce premier enjeu d'en produire différemment, donc de produire moins, il vient avec un gros challenge qui est de produire mieux. Parce que quand vous avez le droit à un seul pantalon, quand vous avez le droit à un seul t-shirt, là, il faut se gratter la tête sur qu'est-ce que je mets dans ce pantalon, qu'est-ce que je mets dans ce t-shirt et tout ça. Et là, inévitablement, du coup, on est passé par beaucoup de réflexions. Donc, quelle est notre cible, à quoi vont servir les fringues qu'on va designer. Et du coup, on repasse par le même schéma de design qui est quelle matière on va utiliser, pour quel usage, pour quelle pratique, pour quelle durabilité, quelle méthode de fabrication. De quoi est-ce qu'on a besoin pour créer le pantalon qui nous fait rêver, enfin qu'on a envie de produire. Et du coup, dans le produire mieux, là aussi, ça vient avec beaucoup d'exigences, et on parle du coup de performance durable. C'est se dire, derrière la durabilité, vaste mot, donc on a la fameuse intersection entre durabilité économique, durabilité sociale, durabilité environnementale, mais on a les sujets qu'on a vus précédemment sur est-ce que c'est la durabilité matérielle, qui est la durée de vie dans le temps,
Est-ce que c'est la durabilité émotionnelle? Donc on est attaché à nos fringues, comment on crée de l'affect envers nos vêtements. Est-ce que c'est la durabilité environnementale? Donc utiliser des matières recyclées et privilégier la fabrication locale. Donc là, quand on prend le cahier des charges, pouf, ça fout un peu la presse. Et en effet, si on part du premier constat qui est il faut produire moins, eh ben, inévitablement, il faut produire mieux. Et en fait, quand on a présenté notre vestiaire en mai, il y a beaucoup de gens de notre précédente communauté, mais qui est en train de comprendre ce qu'on est en train de faire. Ils ont dit « Waouh, Opal full black, c'est quoi ce bazar ?» Parce qu'on a quand même sorti des chemises à fleurs avant et tout, enfin, on a fait pas mal de trucs. Et en fait, la question, c'est la même, c'est qu'on a le droit à un pantalon, quel pantalon on fait? Et quand on a le droit à une couleur, quelle couleur on choisit? Et bien, quand vient le sujet de la durabilité, souvent, ça pointe vite du doigt vers le noir pour tout ce qui est tâches, réparation, toutes ces choses-là. Je vous rassure, le vestiaire, il va quand même s'étoffer. On ne va pas avoir une offre full black à vie, parce que sinon, j'avoue, ce serait peut-être un petit peu triste. Regardez, moi-même, j'ai des chaussettes de couleur. Mais c'est le début, c'est le début. Donc, produire mieux, on pourra en parler après. Ensuite, il y a un sujet, c'est répondre à un besoin. À quel besoin on répond? Quelle est notre cible? Donc là, on a besoin d'une grande diversité de marques, parce que je sais très bien que Opal ne pourra pas satisfaire tous vos besoins, ni toutes vos attentes. Mais ce qu'il faut, c'est des marques qui prennent les curseurs de l'exigence, les curseurs de la performance durable, et qui les fassent exploser en fait. Parce que oui, on va avoir besoin de couleurs, on va avoir besoin de fringues pour le quotidien, pour le trail running, pour le ski de rando, pour l'escalade, pour ce que vous voulez. Nous, ce qu'on essaie de faire, là aussi dans les exigences qu'on s'impose, c'est de se dire, ok, on répond à un besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de co-création avec notre communauté. On a beaucoup de questionnaires qui traînent sur notre site où les gens peuvent nous dire, voilà, moi j'aime bien ce pantalon, j'aimerais bien faire ci. Quand on va lancer un pull, un sweat, n'importe quoi, on va dire, voici ce qu'on prévoit de faire. Voilà, on a un pull, je ne sais pas, c'est genre, est-ce que vous préférez la laine mérinos? Est-ce que vous préférez le coton? Est-ce que vous préférez... On essaye de collecter des besoins de nos clients. Après, in fine, nous sommes les décisionnaires. Mais ça permet de savoir que tous les efforts qu'on essaye d'incruster et d'injecter dans le design de nos produits ne sera pas vain pour que quand on sort un produit, in fine, il réponde à un réel besoin. Donc ça peut être vraiment pour des usages du quotidien, voire pour des usages un peu plus techniques, sophistiqués. Dans produire différemment, le plus dur, c'est refuser le superflu. Bon là, j'étais un peu en panique, donc j'ai mis une photo avec du sucre, parce que moi j'adore le sucre, les bonbons et tout ça. Et j'avoue, j'aime bien mettre du sucre dans mon café. Mais ce qu'il faut, en fait, le superflu, c'est un peu comme le sucre. C'est comment, en fait, on est devenu addict pas au superflu, mais à tous les petits ajouts, à tout ce qui est du détail, à tout ce qui est du superflu. Et comme je disais précédemment, en fait, le refuge de beaucoup d'entreprises, et nous-mêmes, en ayant de bonnes intentions, on s'est fait prendre au piège dans le refuge de la quantité. On a tous envie un peu de se réfugier aussi dans le superflu. Et ce matin, Nicolas faisait référence à Antoine de Saint-Exupéry, et ça tombe bien, j'ai une deuxième citation de lui, qui est « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. » Et là, pareil, le niveau d'exigence, ça fout un peu la presse, parce que dans le design des produits, tu as toujours envie de rajouter une petite poche pour le au cas où, tu as envie de rajouter une petite membrane au cas où, un petit zip, une petite cordelette au cas où. Et du coup, en fait, le problème, c'est que la politique du au cas où, on se retrouve déjà avec 12 vestes Gore-Tex, quand au final, peut-être que 2, ce serait bien. On se retrouve avec 7 polaires, quand au final, 1, ce serait bien. Et sur chaque polaire, en fait, c'est comme si on roulait tous en Formule 1, quand, in fine, dans la réalité de nos pratiques ou de notre quotidien, on pourrait rouler en Twingo, quoi, voire en vélo. Donc le superflu, c'est aussi un gros piège qu'on essaye d'éviter avec Opal. Je me protège, avec Opal, on n'est pas parfait. Tout ça, c'est une ébauche de nos règles de design qu'on essaye vraiment de suivre et de respecter. Et ça nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui et à l'offre qu'on a actuellement. Donc pour résumer, entre fabriquer localement et produire différemment, bon, alors déjà il y a de quoi s'occuper, parce que fabriquer localement, on a un vrai sujet, et toutes les, je vais pas dire les études qu'on peut entendre sur la délocalisation, c'est vrai. On est confronté à un problème, typiquement, c'est que pour les achats de machines,
c'est compliqué. Pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée, c'est compliqué. Là, c'est simple, on a acheté une machine de découpe. Elle vient de Pologne. Et je crois que le seul gars qui était capable de la régler, le plus proche, il est venu du sud d'Espagne. J'étais là, ah ouais, pas mal. Donc nous, on essaye de réindustrialiser dans le sud-ouest de la France. Et en fait, malgré ça, on est obligé de faire appel à des savoir-faire et des outils qui viennent de assez loin. C'est pas très loin, mais assez loin. Donc ça, il y a un petit challenge. La vertu du fabriquer localement, comme je vous disais, c'est qu'en rapprochant les chaînes de fabrication et les chaînes de valeur, ben, tout de suite, le niveau d'implication, il augmente. En fait, on se sent vachement plus concerné. C'est si demain, je vais dire une bêtise, une grande marque textile ouvrait un grand centre de fabrication à Chamonix, et en fait, on se rendait compte que tous les 3 jours, ils ouvraient les vannes des teintures dans l'Arve, ben, peut-être que ce serait un petit peu sketchy, quoi. Mais quand ça se passe un peu plus loin, bon, ben, loin des yeux, loin du cœur. Je ne sais pas Saint-Exupéry, ça. Fabriquer localement. Et produire différemment, je pense qu'il y a 10 000 manières de produire différemment. Là, je vous ai donné 4 petits points qui nous occupent quotidiennement chez Opal. Mais en vrai, il y a 100 000 manières d'y arriver. Et je crois que je ne sais plus qui en parlait ce matin, avec le sommet, les différentes voies, et on reste bloqué sur le parking. Je ne sais plus qui en parlait. Nicolas encore. Nicolas. Ben pour moi, le plus important, c'est de commencer. Et en effet, avec Opal, on a commencé à prendre un chemin. Je ne sais pas s'il nous emmènera au sommet. Rendez-vous dans 6-12 mois. On verra si on a pris la bonne décision en supprimant notre vestiaire, recommençant à zéro, ouvrant notre propre atelier. Moi-même, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que le sommet, on l'a à peu près en tête et on court. On court pour y arriver. Et pour toutes les marques, pour tous les projets, je pense que c'est évident qu'il est urgent de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de notre époque et qu'on a plutôt tous intérêt à être très performants. Et en effet, avoir cette notion de durabilité en tête, puisque la performance à très court terme, en fait, c'est que des quick wins. Et c'est là où je dis refuser le superflu. À un moment, c'est se concentrer sur les objectifs long terme. Et comme je vous disais, quand on a pris la décision de recommencer de zéro pour avoir des règles de design beaucoup plus strictes, beaucoup plus minutieuses, je suis encore incapable de vous dire si c'est un choix inconscient ou courageux, et c'est le futur qui nous le dira. Mais, même si on est une entreprise, en tant qu'entreprise qui fait du business en 2023, donc au 12 octobre 2023, pour moi, c'est complètement obligatoire d'être au minimum engagé sur ces sujets-là. Du coup, là, je vous ai donné que des mots, mais j'espère que ça vous donne quelques idées, peut-être. J'ai à peu près fini sur cette approche fabrication. Je crois que la prochaine slide, c'est merci. Ouais, c'est merci. Du coup, il reste un peu de temps. Donc, je me dis, autant en profiter. Si vous avez des questions, des remarques, je suis très, très preneur pour en discuter. Merci pour votre écoute. Thierry Decathlon. D'abord, bravo, parce que pour tailler autant dans une offre, il faut les avoir bien serrés. Ça, c'est super. Par contre, ma question, c'est concernant le commerce. Comment tu te positionnes par rapport à la concurrence et ceux qui ont des gammes séduisantes? Comment tu crées ta place au milieu de tout ça? Grave. Très, très dur. Très, très dur. Et c'est là où je ne vais pas te mentir, si je me permets de te tutoyer. On essaye de décorréler notre motivation de nos chances de succès. Et je pense qu'en effet, quand on regarde les offres des autres marques, où il y a 22 polaires, avec autant de poches, de déclinaisons possibles, de matière et tout, en effet, ça fout la pression. Et c'est là où je dis, le niveau d'exigence, il est hardcore. Et l'équipe en interne, du coup, on a 2 personnes qui bossent avec nous sur la partie prod et d'autres personnes en externe. Et ben, c'est sûr que le positionnement, il doit être très, très précis. Après, en effet, d'un point de vue commercial, on ne sera pas, a priori, on est contraint à ne pas être une marque grand public.
une marque mainstream. Et en effet, là non plus, ce n'est pas l'objectif, puisqu'avec Opal, on cherche plus à faire une démonstration de ce qu'on est capable de faire d'un point de vue exigence technique, sociale, environnementale, que de pouvoir satisfaire toutes les attentes. Le pari réside en effet, d'un point de vue commercial, avec cette offre-là, très réduite, tout de même très qualitative, de trouver des personnes chez qui cette approche à la fois exigeante, minimaliste et ultra-fonctionnelle fait écho. Et en fait, c'est dans les discours des gens, que ce soit des urbains, de certains pratiquants, et moi-même dans mon comportement, encore une fois, on n'est pas parfait, ni avec Opal, ni tous les gens qui sont chez Opal, mais il y a beaucoup de dissonance entre ce qu'on souhaite et ce qu'on fait. Et en fait, avec Opal, l'approche qu'on a, c'est de se dire qu'est-ce qu'on souhaite? Eh ben, on le fait. Et du coup, commercialement, le challenge, on commence à le relever à partir de maintenant, en fait. Parce que la décision, on l'a prise en mai, donc on a supprimé le vestiaire en mai. Et là, on commence seulement à se confronter avec le marché. Et en effet, les premières confrontations avec le marché, comme je disais sur l'offre, quand on l'a mise en ligne, ben on avait plus de 50 000 clients. Il y en a beaucoup qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'ils font, Opal ?» C'est débile. Enfin, c'est incompréhensible, c'est illisible, c'est très délicat. Et du coup, là, on redouble d'efforts pour expliciter la démarche. Mais je suis à peu près convaincu, là aussi on verra si on arrive à le faire dans le bon timing, je suis à peu près convaincu qu'il y a des personnes chez qui cette approche va faire écho, et du coup c'est un peu le chantier des 3 prochains mois. Si vous avez des idées, je suis preneur. Hein. Si vous avez des magasins, des médias, je ne suis pas là pour pitcher, mais j'en profite. Non, on a un vrai sujet de trouver notre clientèle, puisqu'en vrai, la clientèle de nos 5 dernières années et la clientèle de nos 5 prochaines années n'est absolument pas la même. Je souhaite qu'il y ait de la porosité. On fait en sorte, d'un point de vue communication, d'être très transparent, parce qu'on n'a rien à cacher. Je souhaite qu'il y ait une grande porosité entre les deux communautés, mais je suis incapable de dire quel sera le pourcentage qui passe ce cap-là, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Cool. C'est silencieux. Ouais, j'ai une question. Oui. Déjà, bravo pour ton initiative. Quel est ton positionnement du coup aujourd'hui avec ce pivot que tu viens de mettre en place? C'est plutôt orienté outdoor, vêtements de sport ou voilà, quel est ton positionnement aujourd'hui? En effet, alors l'entreprise Opal, on a été une marque lifestyle avec une connotation un peu sportive, parce qu'on a fait des maillots de bain, on a fait des vêtements de yoga, de running, etc. Là, le but du jeu, en fait, avec ce repositionnement-là, vu qu'on met un pied dans l'ultra-fonctionnalité, on met un pied dans l'exigence, on travaille sur 3 gammes. Donc il y a le vestiaire essentiel, c'est les fringues du quotidien qu'on fabrique du coup à Sokoa en France, où là, ça va être des t-shirts, des sweats, du pantalon, avec un haut niveau d'exigence environnementale, mais c'est du prêt-à-porter du quotidien un petit peu amélioré, on va dire. Donc voilà, quotidien amélioré, et on va le vendre comme du pré- ou post-effort, un peu ce que tu mets avant ou après le sport. Ça reste du lifestyle. Après, on a un vestiaire qui s'appelle le vestiaire polyvalent, où là, c'est un peu à destination des hyperactifs, en mode transition ville et l'approche des grands espaces. Donc là, on est sur des pratiques, on va dire, ça reste urbain. Au mieux, il y a un petit peu de rando, un petit peu de bloc, un petit peu d'escalade, etc. Et après, on va développer un vestiaire technique. Donc là, on est en train de le développer, parce que justement, le côté de surconsommation dans le prêt-à-porter, il existe aussi dans l'outdoor, avec la partie suréquipement. Et là, ce qu'on vise, en fait, c'est on vise à peu près 2 pratiques hivernales. C'est ski de rando et alpinisme. Et sur les pratiques estivales, ça va être le trail running et l'escalade. Et en gros, là, l'exercice auquel on se prête et auquel on demande à certains sportifs, athlètes, guides de se prêter, c'est de se dire, voilà, si vous aviez le droit à 10 pièces pour faire cette course, qu'est-ce que vous mettriez dans votre sac? Ok, maintenant, si vous avez le droit plus qu'à 5 pièces, qu'est-ce que vous garderiez? D'accord, ces 5 pièces-là, quels éléments vous enlevez, quels éléments vous rajouteriez? Et nous, après, le budget avec Opal, c'est de développer ces pièces-là. Donc, il y a ce côté de grosse réduction. Et du coup, sur le positionnement de marque, si je dois te répondre avec quelques grands mots, il y a un sujet
Donc marque outdoor, il y a un sujet hyperactivité, un sujet pluridisciplinaire, forcé par la polyvalence. Et je pense qu'il y a un sujet tout de même qu'il faut nommer, c'est on aura un positionnement prix premium, je ne vais pas du tout dire luxe, parce que ce n'est pas nos intentions, mais en fait avec le niveau d'exigence qu'on s'impose, d'un point de vue matière, fabrication, à un moment on est obligé d'avoir des prix qui soient cohérents. Et typiquement là, un pantalon de très bonne qualité, en matière technique française, fabriqué au Portugal, on le vend 220 €, en sachant que du coup la durabilité, elle est a priori très très bonne, puisqu'on l'a justement mis entre des mains de copains guides qui se frottent bien aux cailloux, et ils en sont très contents, en sachant que c'est un pantalon qui est plutôt destiné à des pratiques, comme je disais, plutôt urbaines, c'est du vestiaire polyvalent. On n'a pas encore sorti de pièces du vestiaire technique, sur lesquelles on va redoubler d'efforts et de minutie, en faisant attention justement à ne pas tomber non plus dans le suréquipement. Je ne gère pas le micro, je te laisse gérer, Charlotte. Mathieu de Salomon, un grand merci pour ta présentation. Cette démarche amène pas mal de questions, c'est super intéressant. Et j'en ai une concernant la marque. Quand tu dis que les clients que vous avez eus sur les 5 dernières années ne seront pas les mêmes que dans les 5 prochaines années, est-ce qu'il vous est venu à l'esprit de changer la marque ? Super bonne question. Et en effet, il y a eu un sujet, c'était juste avant de décider de supprimer le vestiaire, à un moment on s'est dit, est-ce qu'on crée une autre marque ? En mode on laisse Opal vivre tranquillement avec sa communauté en quelque sorte. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, il me semble qu'au final, ce nouveau positionnement, c'est les valeurs de Opal qui s'affinent. En fait, la marque s'adapte aussi aux enjeux. Et pour moi, c'était inconcevable même de laisser Opal continuer comme ça, puisqu'on arrivait au moment où on se disait, est-ce qu'on ne contribue pas, en effet, à quelque chose qu'on voulait changer au départ. Et pour moi, à partir de si on dépassait un peu ce point de non-retour, je me disais non, ça sert à rien. Donc en fait, en effet, on a hésité. Est-ce qu'on garde le nom ? Est-ce qu'on se sépare de la marque ? Voilà, il y a une communauté, mais le but du jeu, le challenge, c'est quand même de faire progresser et de faire passer la communauté précédente avec nous, même si ça demande du temps. Et en effet, là, les premiers retours qu'on a eus, donc il y a des gens qui ont tout de suite adhéré parce qu'ils ont compris, ils ont réussi à lire un peu entre les lignes. Il y en a d'autres pour qui c'était plus délicat. Et le but du jeu, c'est qu'on va leur laisser 3 mois, 6 mois, 12 mois pour comprendre. Et là, en fait, on commence seulement à déployer un peu notre communication autour de ce sujet-là. Et pour en effet répondre aux gens, genre, c'est très réduit, mais il y a une raison. C'est noir, mais il y a une raison, et ainsi de suite. Mais en effet, on s'est posé la question. Et comme je disais, là, c'est très précoce. Je ne sais pas encore si c'était la bonne ou la mauvaise idée. Salut, Chloé, société Opal avec un seul A. Excellent. C'est pas une blague. Bienvenue. Et collectif InnovaFlow. Tu as commencé à faire des ponts avec ce qui s'est dit ce matin. Est-ce que tu veux nous donner quelques illustrations de culture, de valeurs dans ta boîte, peut-être de pratiques d'intelligence collective que tu as mis en place pour servir cette transformation ? Excellent. Super dur de répondre à ça, parce que j'attrapais Nicolas tout à l'heure dans le couloir en lui disant « c'est trop stylé, j'adore cette théorie, enfin tout ce qui est dit en théorie, je trouve ça incroyable. Dans la pratique, je trouve ça vachement plus dur. » Donc chez Opal, on a il y a grande liberté qui rime avec responsabilité. J'expliquais à une autre amie que pour l'équipe, on est à la semaine de 4 jours et que parfois ça déborde, mais que dans tous les cas, ça fait une journée un peu tampon pour rentrer dans le week-end. Donc on essaye de mettre en place, mais là j'avoue, on tâtonne et j'ai vraiment pas de solution à partager sur ça. Je pense qu'en effet, tout ce qui a été dit ce matin sur la clé dans la communication, c'est un grand oui. Communication en interne, c'est au moins aussi important que la communication externe. Et il y a une chose dont je suis certain, c'est que la valeur d'une boîte réside dans la matière grise, qui est du coup au sein de l'équipe. Après, sur ce qu'on a mis en place pour cette transition, outre cet effort de transparence sur les intentions de boîte, sur les valeurs de boîte, j'ai vraiment pas de clé spécifique. Mais ce qui a été dit ce matin sur communication, transparence, oui. Mais par contre, on n'a vraiment pas instauré des process en se disant, grâce à ces process-là, on va être plus efficient, on va être plus performant et tout ça.
J'aimerais bien avoir des réponses, mais j'en ai vraiment pas. Bonjour, Luen Fusal. Yes. Je voulais savoir, moi j'avais des questions au niveau du produire local. Pour toi, ça semble très simple, mais dans des boîtes qui sont peut-être plus installées, c'est pas forcément évident. Notamment pour des produits techniques, on se dit qu'il y a une perte de savoir-faire en Europe et forcément une question de prix. Est-ce que tu peux nous partager un peu des choses que tu vois pour l'avenir? Notamment, est-ce que tu penses à faire de la formation, par exemple, pour recréer ces savoir-faire? Est-ce que tu penses que c'est ton rôle en tant que jeune marque? Est-ce que tu penses que toutes les typologies de produits, notamment les produits techniques, sont faisables, par exemple, en France? Et est-ce que tu penses à de la mutualisation, multimarque, par exemple, pour réduire les coûts, pour répondre à ces problématiques du local et du technique? Alors, en effet, je dis vraiment pas que c'est facile, et au contraire, je dis que c'est plutôt très dur. Par contre, ça me semble aller dans le bon sens. Et pour le sujet formation, j'ai envie de dire, ouais, ce serait un idéal que d'être capable de faire de la formation de gens. Là, j'avoue, j'en ai pas ni les épaules, ni l'énergie. Par contre, on essaye de mettre des billes dans le bon sens. Et j'avoue que tout est compliqué. Fabriquer des produits techniques au Portugal, ça coûte cher. Fabriquer des produits techniques en France, c'est quasi impossible. Donc mais c'est ce truc, c'est qu'est-ce qu'on enclenche, au moins pour aller dans le bon sens. Et sur ma vision à long terme de ce qui va se passer dans les prochaines années, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on peut y contribuer à faire en sorte que les choses vont dans le bon sens. Et c'est là où le discours que je tiens à l'équipe en interne, c'est je ne sais toujours pas si la décision qu'on a prise, elle est inconsciente ou courageuse. Par contre, je sais que si on passe, on sera tranquille pour 5 ou 10 ans. Parce qu'on aura pris une décision justement qui nous place à un endroit que quasiment aucune marque ne pourra faire, puisque, en effet, plus le temps passe, plus c'est dur. Et pour moi, c'est très important justement de ne pas perdre de temps, notamment qu'on a connaissance des enjeux sociaux, environnementaux. Je me dis, c'est très compliqué. L'atelier, je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée. Là, on sort nos premiers t-shirts, mais je crois que sur le prix de revient, on est à 20 € et tout. Alors qu'en effet, on pourrait aller au Portugal, ça coûterait peut-être 7. Je suis là, waouh, ok, comment on gère la marge, etc. Mais in fine, je me dis, ça va dans le bon sens. Et pour la mutualisation, évidemment, l'atelier qu'on a ouvert, il n'est pas du tout réservé à Opal. En réalité, c'est même une autre structure qu'on a créée pour que cet atelier soit ouvert à toutes les marques. Et là aussi, en effet, sur le sujet de l'ACV de ce matin de Goodloop et Millet qui était partagé, on a toujours partagé tous nos fabricants sur notre site. On partage tout, puisque le but du jeu, c'est on sait qu'il y a besoin de diversité. Il faut partager et qu'en fait, même avec les mêmes fabricants, avec les mêmes matières, avec les mêmes intentions, un produit Fusal ne sera jamais le même qu'un produit Opal, qu'un produit Salomon, qu'un produit Decathlon, qu'un produit tout ça. Et on a besoin de toute cette diversité pour satisfaire l'offre. Après, la question, c'est toujours le comment. Et du coup, on essaye, nous, de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça aille plus vite. Et justement, dans le discours de marque, on est en mode, on met les curseurs hauts, on rend les choses accessibles et transparentes, et on espère que plus on est de fous, plus on rit. Une dernière question pour Clément. Oui. C'est moi. Bonjour Florence Centraux de Oui Demain, journaliste. Yes. J'ai une double question, c'est que sont devenus les stocks de l'ancien Opal? Tout brûlé. Non, je... Parfait. Il n'y a pas de déchets, on brûle tout. Non. Et quid de la réparabilité des nouveaux vêtements? Est-ce que c'est prévu, c'est inclus? Comment ça se passe? Alors, sur les anciens stocks, en effet, ils ne se sont pas volatilisés. Et je fais la blague de pas de déchets, on brûle tout. Parce qu'en fait, j'ai travaillé en Inde dans un atelier confection. Et une fois, lors d'une visite, dans un autre atelier, on m'a dit ça. J'étais là, putain, il y a pas mal celle-là. Pas de déchets, on brûle tout. Donc, non. Sur l'ancien stock, en fait, on arrivait déjà dans une courbe de stock qui était descendante. On arrivait sur une fin. Donc, dans tous les cas, c'était le moment où, en gros, on devait reproduire. Parce que sur l'ancienne version d'Opal, et on continue à le faire aujourd'hui, on fait beaucoup de précommandes. Donc, de la fabrication à la demande. C'est-à-dire que, de base, on a un niveau de stock qui n'est pas nul, mais qui n'est pas aberrant. Donc, sur l'ancien niveau de stock, on avait un niveau de stock qui n'était pas nul, mais qui n'était pas aberrant. Ce stock-là, ce qu'on fait, c'est en fait, on l'a supprimé du site web, donc hors offre publique, mais tous nos inscrits newsletters, anciens clients, etc., ont encore des accès à cet ancien vestiaire. Mais comme on ne communique plus dessus, on l'a sorti du site web. Donc en fait,
Cette offre-là est encore disponible d'un point de vue privé, on va dire, ou ponctuel. Là, tu vois, on avait ouvert un petit pop-up à Biarritz, on présentait notre nouvelle offre, et au fond, il y avait un petit portant avec les fringues. On ne va pas les jeter, on ne va pas. Mais évidemment, et c'est vrai qu'on est dans un sujet où je vais dire un gros mot, genre, on est dans une stratégie de déstockage, chose qui n'a jamais été fait chez Opal, puisqu'on était toujours dans un cycle d'amélioration produit, de renouvellement produit, de fabrication à la demande. Là, en fait, le virage, il est tel qu'on ne pouvait pas conserver cette offre-là dans le vestiaire actuel. Et pour la deuxième question sur réparation, donc on est en train... donc évidemment, le but du jeu, c'est tout ça, c'est bien, mais il faut toujours avoir la big picture. Donc on a beaucoup travaillé précédemment sur les matières recyclées, recyclabilité, etc. Ça, on continue à le faire. Sur la réparabilité de nos vêtements, donc déjà, quand on a revu nos exigences à la hausse, d'un point de vue technicité, matière, etc., les produits sont plus durables. Donc là, on fait des tests en labo, que ce soit sur les matières et sur les fringues. Donc sur les matières, on frotte, on lave, etc. Sur les produits, on teste les coutures et compagnie. Et après, on les teste en réel, et c'est là où on essaie de les mettre dans les mains de personnes un peu hyperactives qui vont, en 2 mois, les fumer comme une personne normale les abîmerait en l'espace de 2 ans. Sur la réparation, on n'est pas capable de tout faire en interne. Typiquement, sujet machine à coudre. On vend des fringues techniques fabriquées au Portugal, mais nous, dans notre atelier en France, on n'a pas les machines pour réparer les matières techniques. Donc, en gros, c'est genre les vêtements qu'on fabrique au Pays Basque. Ce sont des vêtements relativement basiques. Si eux, il y a des sujets de réparation, nous, on peut les prendre en charge. Là, souvent, ce qu'on fait, c'est que nous, en fait, on offrait des crédits à nos clients, et sur certaines de nos pièces, on offrait des garanties pendant 5 ans. On n'a pas défini la stratégie par rapport à notre nouveau vestiaire, mais ce qu'on prévoit de faire, c'est au minimum, dans tous les cas, c'est une prise en charge possible sur le site web, puisqu'on conserve toujours des petits de fin de rouleau de tissu, pour si jamais j'ai déchiré ce pantalon, j'ai une poche, il me manque un petit bout de tissu, on peut le réparer. Et ensuite, ce qu'on est en train de faire, donc on a discuté avec 2 acteurs qui étaient dans la salle aujourd'hui, donc il y a Goodloop, Green Wolf, justement suivant la typologie de vêtements. C'est en fait de payer un forfait réparation à ces acteurs-là pour que nos clients, si jamais il y a un défaut vêtement ou une usure, on puisse leur dire, écoutez, vous pouvez contacter ces acteurs-là, faire réparer votre fringue gratuitement ou non. Là, on est en train de faire justement le calcul par ces acteurs-là. Et je rebondis sur la question de ce matin sur la gratuité de la réparation. C'est en effet une vraie stratégie d'entreprise, parce qu'en effet, rien n'est gratuit. Et nous-mêmes, on se questionne, c'est est-ce qu'on dit que la réparation est offerte, ou est-ce qu'on dit qu'elle est gratuite? C'est pas pareil d'un point de vue client. Et le but du jeu, en tout cas pour nous, c'est qu'à partir du moment où une personne achète une fringue Opal, elle ait vraiment beaucoup de mal à s'en séparer, puisque déjà, elle va durer longtemps dans le temps. On va lui proposer de la réparer, et en plus de ça, on va essayer de créer de l'affect émotionnel pour qu'elle la garde très longtemps. Je crois que ça clignote, donc ça veut dire que... Non, c'est que c'était très bien. Merci beaucoup, Clément. Vous pouvez l'applaudir. Merci.